Bonjour, Mathieu Boccoté. Vous êtes certainement le plus français des Québécois. Je le prends comme un compliment. Oui, vous le prenez comme un compliment parce que vous avez réussi cet exploit extraordinaire qu'un résident d'Amérique du Nord soit considéré comme un intellectuel en France. Vous savez, on a du mal à croire qu'il peut y avoir des idées ailleurs qu'à Paris. Le Québec a un lien intime avec la France. C'est un privilège qui est fait aux Québécois, je crois. Non, mais je plaisante. Mais donc, à côté de moi, j'ai Jean-Jacques Netter, que les gens de l'Institut de Liberté connaissent aussi, les auditeurs. Et je voulais d'abord vous parler de votre livre, qui était Le multiculturalisme comme nouvelle religion, ou je crois que c'était le titre, parce que je l'ai lu l'été dernier, et j'ai été franchement ébloui. Vous voyez, ça me fait plaisir de vous le dire. Je me suis dit, enfin quelqu'un qui a fait un travail de fond sur l'espèce de maladie mentale dont est atteinte l'Occident, quoi. C'est les origines et tout et tout. Et alors, ce que vous dites dans votre livre, qui m'intéresse beaucoup, et honnêtement, je dis à tous les auditeurs, si vous voulez comprendre ce qui se passe dans le monde, aux États-Unis ou en France, l'espèce de magma intellectuel dans lequel on est, il faut lire ce livre parce que il vous explique. Il explique parfaitement ce qui est en train de se passer. Et comme vous l'avez écrit il y a 2 ans, avant même que ça ne commence vraiment, si j'ose dire, et que c'était une thèse, je crois que vous avez faite vous-même avant encore. Donc vous avez réfléchi là-dessus depuis plus longtemps que la plupart des gens que je connais. Donc il faut que vous le lisiez. Mais encore une fois, ce qui me semble évident, c'est que ces mauvaises idées sont parties de France. Vous savez, il y avait un pape qui disait qu'il ne craignait pas les hérésies tant qu'elles n'étaient pas passées en France, parce qu'on a une capacité à avoir des esprits tordus qui est tout à fait au-dessus de la moyenne. Et puis c'est passé aux États-Unis. Alors, est-ce que vous pourriez décrire pour nos auditeurs, là, comment ça s'est passé? Comment c'est passé, qui est très minoritaire en France, comment c'est devenu majoritaire aux États-Unis, comment ça nous revient comme un boomerang dans la tête? Est-ce que vous pouvez essayer de faire un petit historique de ça? Bien sûr. Alors, on pourrait dire que c'est la rencontre entre 2 radicalités. C'est dans les années 50, enfin, à partir des années 50, un peu partout en Occident, on constate que le rêve communiste, d'une manière ou de l'autre, est en train de se transformer en enfer sibérien. On constate que le communisme, qui était la grande espérance messianique de la gauche depuis le 19e siècle, d'une manière ou de l'autre, et qui avait trouvé un laboratoire d'application en Union soviétique, eh bien, on commence à comprendre, on va le voir dans un livre comme, par exemple, Autocritique d'Edgar Morin, on commence à comprendre que ça se désagrège et que c'est un enfer d'une manière ou de l'autre. Et une bonne partie des intellectuels, devant l'effondrement du communisme, doivent se poser la question suivante. Est-ce que nous voulons sauver la révolution ou, à quelles conditions peut-on sauver la révolution? Est-ce que ça implique de renoncer au marxisme? Est-ce que ça implique de renoncer à l'analyse marxiste? Ou inversement, est-ce qu'on cherche à suivre l'évolution de la société et ça implique peut-être de renoncer à un certain fantasme révolutionnaire? Et donc va commencer une forme de séminaire à ciel ouvert dans les milieux intellectuels, et la gauche parisienne va en être un laboratoire, mais aussi les mouvements radicaux qui émergent aux États-Unis dans la dynamique des années 60. C'est qui est le nouveau sujet révolutionnaire possible? Quel est le nouveau sujet révolutionnaire? La classe ouvrière n'avait pas voulu jouer le rôle de chair à canon révolutionnaire. Elle n'avait pas accepté le rôle que les théoriciens du marxisme lui avaient confié. Donc la classe ouvrière a trahi. On va d'ailleurs la renier parce qu'on va considérer que c'est désormais une classe contre-révolutionnaire, et on va chercher le nouveau sujet révolutionnaire possible. Et là, il y a un grand débat qui se passe dans les années fin 60 et les années 70 aux États-Unis et en France. On cherche le nouveau sujet révolutionnaire sans le trouver. Donc, est-ce que ce sont les femmes, les minorités ethniques, les prisonniers, les aliénés, les criminels? Là, on prend les gens en prison. On se pose ces questions-là sans trouver. Alors, vous me direz, quel est le point commun entre les groupes que je viens d'évoquer? Eh bien, la réponse de leur côté, ce sont des groupes à la périphérie de l'ordre social. Ce sont des minorités refoulées par la civilisation occidentale que l'on voit de plus en plus comme phallocratiques, dominantes et ainsi de suite. Donc, à la recherche du nouveau sujet révolutionnaire. Le problème, c'est qu'il y en a plusieurs. Lequel est le bon? Et à partir du début des années 80, on va commencer à voir apparaître la thèse de
ce qu'on appellera aujourd'hui la convergence des luttes, à certains égards de l'intersectionnalité, ce qu'on appelle à l'époque une chaîne d'équivalence démocratique. Donc, en gros, ça c'est Ernest Laclos et Chantal Mouffe qui nous disent qu'il y a différentes minorités. Et ce qu'il faut, c'est que chacune de ces minorités s'appuie les unes les autres dans un grand projet de transformation sociale. Il n'y aura plus de grand soir. Il n'y a plus de grand soir révolutionnaire. Il n'y a plus de la révolution avec un R majuscule. Mais il y a désormais une forme de transformation sociale radicale permanente sous le signe de la déconstruction. Sous le signe de la déconstruction. Et quels penseurs français permettent de penser aujourd'hui cette dispersion des luttes, cette dispersion des pouvoirs, cette représentation de la société comme une forme d'enfer qu'on doit déconstruire à temps plein parce que toujours elle aliénerait? C'est Michel Foucault. Michel Foucault, qui est par ailleurs un esprit brillant, il n'y a pas de doute là-dessus, mais un esprit tourmenté, eh bien on peut dire que Foucault va devenir le nouveau Marx de la gauche radicale en Occident. C'est le penseur qui va permettre de réconcilier les différentes subjectivités minoritaires à prétention insurrectionnelle ou prétention révolutionnaire. Foucault va être celui qui va théoriquement, qui va rendre possible leur fédération mentale, leur fédération intellectuelle, qui va permettre de rassembler tous ceux qui seraient en fait victimes du grand méchant homme blanc. Parce qu'il y a derrière ça aussi une chose qu'on doit dire, c'est qu'il y a aussi une mutation de la sociologie radicale. C'est-à-dire, auparavant, c'était la critique du capitalisme, on va passer à la critique de la civilisation occidentale. C'était la critique du bourgeois, on va passer à la critique de l'homme blanc ordinaire et ainsi de suite. C'était le Parti communiste qui était le porteur, maintenant c'est les groupes minoritaires qui vont être les porteurs de la révolution. Et Foucault, qui est la figure française immense à certains égards, la deuxième moitié du 20e siècle dans le camp radical, mais Foucault va être l'espèce d'agrégateur intellectuel de ces subjectivités dispersées. Ça va être le nouveau Marx. C'est celui qui va donner le cadre théorique pour qu'ensuite il y ait toute une industrie idéologique dans l'université américaine qui cherche chaque fois à penser la situation de toutes les minorités à la manière d'une exclusion radicale d'un ordre terrible qu'il faudrait renverser au nom d'une révolution qui ne sera plus économique mais culturelle. Donc c'est un mouvement qui a intellectuellement trouvé une forme de vitalité en France, qui aux États-Unis a trouvé un laboratoire social. L'ébullition des années 60 et 70 a provoqué leur rencontre, et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que l'université américaine, qui est un lieu de pouvoir. L'université américaine, c'est le noyau idéologique du régime aujourd'hui. Je parle pas des recherches sur le cancer ou en physique ou en chimie, tout ça. Je parle en sciences sociales, je parle en philosophie, j'évoque en droit aussi à certains égards. L'université américaine devient le noyau idéologique qui fabrique aujourd'hui, à la manière d'une institution qui fabrique la nouvelle idéologie dominante que nous subissons tous aujourd'hui. Et on a avec raison l'impression que lorsqu'on rentre dans les campus américains aujourd'hui, on a l'impression qu'on est devant des hôpitaux psychiatriques. Le problème, c'est que la folie s'est déconfinée et cette folie est en train de contaminer l'ensemble de la culture. Et l'erreur d'une certaine droite en France ou aux États-Unis, ça a été souvent de se dire « Ah, mais ça, ce sont des folies américaines. Là, c'est des folies du politiquement correct. Là, ce sont les folies des départements de lettres de l'Université de l'Idaho. Ça ne nous concerne pas, ils sont fous. » Non! Le nouveau pouvoir spirituel dans nos sociétés se trouve là à certains égards. La nouvelle religion politique se forge dans les institutions américaines à partir, oui, de plusieurs penseurs qui sont liés à la radicalité française des années 60-70. C'est une réponse très synthétique, mais ça vous donne un peu l'idée du mouvement. Elle est tout à fait passionnante, votre réponse. Et alors, quelque part, on arrive au cœur du problème qui est, dans le fond, nos sociétés étaient fondées sur le vote de la majorité et l'acceptation de cette défaite par la minorité. C'était la base de la démocratie. Mais d'après ce que vous décrivez, on rentre dans un monde maintenant où il y a une série de minorités qui ne peuvent pas être défaites, puisqu'elles sont presque fondamentalement des victimes. Donc on ne peut pas se dresser contre des victimes. Et donc la description que vous faites veut dire que notre système politique est mis à mort. Oui, mais vous avez absolument raison. La démocratie reposait sur la souveraineté populaire. Mais la souveraineté populaire supposait qu'il y avait un peuple. Ce qu'on nous explique aujourd'hui, c'est que la souveraineté populaire, la démocratie, ne serait que le masque de la tyrannie de la majorité. Et dès lors, et là, il y a une réinterprétation du concept de démocratie qui est proposé par ces mouvements radicaux, c'est que la démocratie aujourd'hui, ça ne serait plus l'expression raisonnable, encadrée de la volonté populaire, de la souveraineté populaire dans le respect des libertés. Non, désormais, la démocratie, c'est toujours diminuer, faire fondre, harnacher, inhiber une majorité qui elle-même serait fondamentalement
tyrannique et qui imposerait ses biais, ses préférences idéologiques, ses préférences culturelles de manière écrasante aux minorités. Donc la vraie démocratie aujourd'hui consiste à bâillonner la majorité. Comment on fait ça? D'abord, en déplaçant la souveraineté de plus en plus vers les tribunaux. Les tribunaux qui sont désormais vus comme les gardiens des droits des minorités, qui doivent sans cesse s'étendre. L'espace de la décision démocratique doit toujours se restreindre. Et par ailleurs, il y a une dimension qu'on a tendance à oublier là-dedans, c'est la transformation de nos sociétés en camp de rééducation à certains égards. C'est-à-dire, puisqu'on considère que des populations occidentales en général sont traversées par une série de préjugés, de phobies, xénophobie, transphobie, europhobie, toutes les phobies qu'on invente, eh bien, à partir de là, il faut rééduquer la population pour lui arracher ses préjugés, pour déconstruire ses représentations mentales, pour l'amener à véritablement se convertir au nouvel ordre diversitaire. Et là, ça, ce qui est intéressant, c'est qu'au début, c'était porté essentiellement par des campagnes de sensibilisation dans l'espace public, par des programmes d'éducation. Dans les différents pays, on trouve souvent dans les programmes scolaires cette idéologie-là qui est présente. Chez nous, au Québec, on a eu un cours qui s'appelait Éthique et culture religieuse, qui avait pour vocation explicitement de déconstruire les références culturelles de la nation. Bon, c'était comme tel, c'était explicite, parfait. Mais là, quand on voit aux États-Unis, on voit jusqu'où ça peut aller en ce moment avec les ateliers de diversity training. Ça se traduit assez mal, mais c'est des ateliers, appelons ça, de reconditionnement à la diversité. Il y a une figure qui est très connue en ce moment aux États-Unis, qui commence à se faire connaître chez vous, hélas, c'est Robin DiAngelo. Robin DiAngelo, c'est une théoricienne de ce nouvel antiracisme, entre guillemets, qui est en fait un racialisme forcené, un racialisme anti-blanc forcené. Madame DiAngelo, sa spécialité, c'est de faire des ateliers dans les entreprises, les administrations privées, les administrations publiques, pour expliquer aux gens qui sont devant elle à quel point ils sont englués jusqu'au tréfonds de leur être dans le racisme. Et elle leur explique, à la manière d'un exposé à prétention scientifique, qu'ils ne pourront jamais, malgré tous leurs efforts, s'arracher au racisme et aux préjugés profonds qui les déterminent. Mais ils doivent être en vigilance. Moi, j'appelle ça une expiation sans rédemption. Mais ils doivent être en surveillance et vigilance constante de leurs préjugés, de leur système mental, de leurs préférences, pour toujours s'auto-contrôler pour que les préjugés qui sont en eux ne ressurgissent pas. Évidemment, ils doivent être contrôlés aussi par la société, par les autorités, de là la nécessité du discours public contrôlé. Pourquoi on s'inquiète autant quelquefois dans nos sociétés de la présence dans l'espace public de certains intellectuels qui entrent en dissidence avec le régime? Parce que dans la perspective du régime diversitaire, on les soupçonne d'être des activateurs de préjugés. Donc on dit, on réussit à contenir la population avec un système d'inhibition assez fort, le politiquement correct, la nouvelle morale diversitaire, mais celui-là ou celle-là, ou qu'importe celui qui parle, en parlant, il risque de faire sauter notre système d'inhibition. Il va activer les préjugés, il va libérer l'expression des préjugés, et là, eux, ils traduisent ça dans leur esprit, c'est la libération de la parole haineuse. Parce qu'évidemment, ça c'est un autre élément qui est central, c'est comment penser l'opposition dans le régime diversitaire. Hein? Comment penser l'opposition dans le régime diversitaire? On ne peut pas penser l'opposition comme une opposition légitime, une opposition raisonnable. Donc on va penser l'adversaire sous le signe d'un ennemi de l'humanité. Donc, on va l'extrême droitiser, on va le xénophobiser. Et aujourd'hui, le terme de préférence pour en parler, c'est le haineux. Donc, désormais, l'adversaire, c'est le haineux. On est en lutte contre la haine. Et quand on lit, parce que c'est passionnant de voir ça, quand on s'intéresse au texte aujourd'hui dominant de cette industrie de la culpabilisation de l'Occident, on nous explique, par exemple, que le racisme est une exclusivité blanche. Par exemple, il n'y a que les Blancs qui peuvent être racistes. Ah, pourquoi? Parce que le racisme serait l'autre nom du système du déploiement de l'Occident depuis 1492. Bon, on va nous expliquer que la haine est par définition majoritaire par rapport aux minoritaires. Les minorités ne sont jamais haineuses. À la rigueur, elles peuvent avoir des réactions de défense, mais ce sont les majorités qui, institutionnellement, en contestant le droit qu'ont les minorités de se définir comme elles le veulent, seraient haineuses. Donc, c'est pour ça que quand on entre dans ce système mental, quand on cherche à le décrypter, il faut s'arrêter à chaque définition. Parce que quand on accepte il y a tout un jeu là-dedans. Robin DiAngelo, dont je vous parle, nous dit mot pour mot, mon travail, dit-elle, c'est de changer la définition qu'on a du racisme. Et là, c'est une espèce d'opération machiavélique, parce que, objectivement, le racisme, nous en convenons tous, c'est un péché terrible, c'est un crime. Ça. Alors, on prend un terme avec une connotation luciférienne à bien des égards, et qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on lui prête une définition nouvelle. Et dans l'espace public, donc, il y a un jeu qui s'opère où un mot demeure le même, mais sa définition change, et à partir de ça, il y a tout un procès qui se déploie contre
toute une civilisation, ses traditions, son histoire, sa représentation de la démocratie. Donc, quand on entre dans ce système intellectuel-là, il faut en décrypter chaque concept pour voir dans quoi on cherche à nous attirer, parce que sinon, on se retrouve avec une classe politique, on l'a vu chez vous avec Emmanuel Macron, qui se met à parler de privilèges blancs. On en a d'autres qui se mettent à parler de racisme systémique. On en a d'autres qui se mettent à parler de fragilité blanche. Et en achetant ces concepts-là, ces mots-là, c'est tout un univers mental dans lequel on bascule et on doit s'en tenir très éloigné, parce que pour revenir à votre question, ce sont des concepts qui font le procès de la possibilité même de la démocratie. Mais je suis tout à fait... C'est très intéressant ce que vous dites. Et dans le fond, c'est pas nouveau. C'est pas nouveau parce que l'exclusion par le logos, c'est vieux comme les Grecs, si j'ose dire. Donc, si vous voulez, ça fait... Et Solzhenitsyn disait la raison pour laquelle il y a une façon de parler commune qui est imposée aux gens, c'est que s'il y en a un qui se met à parler de façon différente, on le repère tout de suite et on peut l'envoyer dans un camp immédiatement, quoi. Donc, les présupposés, en quelque sorte, de vos raisonnements changent. Maintenant, c'est le racisme, mais le modus operandi, la façon de travailler est la même. Ah ben, si vous savez à quelle fois vous avez raison, moi, il y a des auteurs que je lis avec passion, que j'ai lu et relu et relu et relu. Alors, évidemment, oui, il y a Solzhenitsyn, il y a Orwell, sans le moindre doute. Il y en a un qui est un peu moins... mais il y en a un autre qu'on ne doit pas oublier, qui est fondamental. Je ne sais pas combien de fois j'ai lu son livre principal, La pensée captive, c'est Miloš. Czeslaw Miloš, M-I-L-O-S-C-Z, je crois, qui écrit dans La pensée captive tout le système de conditionnement des intellectuels en régime totalitaire. Et c'est fascinant, par exemple, il va nous montrer comment, dans un régime qui est un régime idéocratique, pour reprendre sa formule, où il faut toujours être en accord avec l'orthodoxie du moment. Il faut le conformisme idéologique est une condition de survie sociale et de promotion sociale. Mais il nous montre comment, dans ce système, une des qualités qu'il faut développer pour évoluer dans le système, c'est avoir une capacité de toujours suivre la ligne, sans trop la devancer, sans jamais être en retard, pour être capable de toujours donner des gages ostentatoires d'adhésion, de fidélité à la ligne idéologique du moment. On le voit en ce moment, si je peux me permettre, pardonnez-moi, de manière particulière autour de tout le vocabulaire nouveau qui s'impose. Qu'est-ce qui arrive quand quelqu'un n'utilise pas les nouveaux mots à la mode? Que ce soit des termes qui, par exemple, le mégenrage, le fait de ne pas reconnaître, le mégenrer quelqu'un, ça consiste à ne pas lui reconnaître l'identité de genre qu'il s'assigne librement. Bon, quand ces mots-là nous échappent, quand des mots comme racisé nous échappent, quand des mots comme racisme systémique nous échappent, quand on n'entre pas dans ce jeu de langage-là, très rapidement, le système nous repère à la manière soit d'un fossile, soit d'un dissident, ou soit d'un complice et d'un allié. Et c'est assez intéressant de voir comment, moi ça me fascine, quand quelqu'un trébuche dans l'espace public. Quelqu'un, on l'a vu chez nous à quelques reprises, c'en est même amusant. Un chanteur de grand talent par ailleurs, je me permets de le dire, un homme pour qui j'ai de l'estime, un excellent chanteur populaire, explique, on lui pose une question en entrevue, mais qu'est-ce que vous pensez de la parité quand vient le temps de composer vos équipes de tournée, vos équipes techniques? Il dit, je m'en fous un peu, franchement. Moi, je sois homme ou femme, je m'en fous complètement. Moi, ce que je choisis, ce sont les meilleurs. Tempête médiatique sur ce pauvre homme qui se fait accuser de sexisme, de manque de compréhension de la diversité. 24 ou 48 heures après, il s'excuse. Et là, il récite véritablement une confession dans la novlangue diversitaire en disant, je n'étais pas conscient de mes privilèges d'homme blanc hétérosexuel. Je m'accuse de manque de sensibilité. Je me tournerai vers les minorités femmes et les minorités racisées aussi pour me mettre à l'écoute de leur expérience, pour me rééduquer, pour m'apprendre comment désormais appréhender le monde de manière légitime. Ça, c'est un exemple, mais je pourrais vous en citer des centaines parce que la confession prend toujours la même forme. De ce point de vue, il y aura un ouvrage à écrire sur les formes nouvelles du procès maoïste, à certains égards, la révolution culturelle 2.0, sur la psychologie de la confession en régime diversitaire. Quand on trébuche, comment doit-on se confesser? Et ça peut aller assez loin. Il y a par exemple, on le voit chez nous, on l'a vu ces derniers mois, des gens s'accuser sans cesse en tant comme blanc. Je n'étais pas conscient de ces réalités, mais je demande qu'on me rééduque. Alors, vous avez tout à fait raison, ce sont des auteurs qu'on doit redécouvrir. Moi, ça me fascine. Je lis Miloš, je lis Orwell, j'en lis d'autres, et je suis fasciné je retrouve les structures mentales
du totalitarisme. Alors, je dis pas que l'Occident contemporain, c'est l'URSS. Je dis simplement que dans les milieux intellectuels, les milieux idéologiques dominants, les mécanismes psychologiques du totalitarisme sont réactivés. Et pour évoluer dans l'espace qui produit la légitimité politique et idéologique, on fonctionne dans ces codes-là aujourd'hui. Qui ne fonctionne pas dans ces codes-là devient un dissident, volontairement ou involontairement. Et ça, c'est toute une autre histoire à écrire. Et il devient inaudible. Oui, absolument. Sauf sur l'Internet, etc. Mais sinon, comme le dit Chantal Delsal assez justement, au début, on exclut. On coupe pas la gorge, on coupe pas la langue comme on le faisait autrefois, on coupe le micro, quoi. Mais c'est à peu près aussi. La deuxième étape, c'est qu'après l'avoir exclu, on essaye de le ruiner. Il vend plus ses bouquins, il est plus invité nulle part, etc. Et puis enfin, si nécessaire, on l'excommunie et il meurt, quoi. Mais c'est la peine de mort sociale. C'est la peine de mort sociale qui est appliquée aujourd'hui assez généreusement. Ce qui est le contraire de toute notre civilisation, où dans le fond, Socrate, il disait la vérité est inatteignable, mais on peut s'en rapprocher si on discute entre gens de bonne compagnie. Là, ils disent, il y a des gens qui ont la vérité et des gens qui comprennent rien et qui veulent pas comprendre. Donc, on passe d'un débat ordonné entre gens qui sont pas d'accord à, dans le fond, un débat de nature religieuse où il y a les méchants et où il y a les bons. Oui, alors, absolument. Avec une nuance, je dirais, un débat religieux, vous avez tout à fait raison, et un débat sur la nature même de la réalité. C'est-à-dire, on se retrouve avec des gens qui, aujourd'hui, ne voient plus le monde, le fondement même, appelons ça le présupposer qu'il y a une réalité partagée devient aujourd'hui inimaginable. Pourquoi? Parce qu'à partir d'où je parle, comme blanc, comme noir, comme femme, comme homme, comme queer, comme trans, comme c'est quoi les autres possibilités, comme non-binaire, hein? Bon, selon ça, eh bien, la réalité n'apparaîtra jamais de la même manière. Donc, on n'accepte plus, moi, je crois que la réalité n'est jamais une fois pour toutes atteignable. Elle est complexe, elle n'est jamais absolument transparente, elle exige un perpétuel travail d'enquête. La vérité se dévoile jamais une fois pour toutes, sauf en mathématiques peut-être. Bon. Mais le problème, c'est qu'on doit postuler son existence. Aujourd'hui, c'est plus ça. Elle est révélée. La vérité vient avec la révélation diversitaire. Et ceux qui ne sont pas éclairés par la révélation sont soit des idiots, c'est possible, soit des gens qui ont compris mais qui refusent, des salauds, soit des mercenaires, des gens qui sont au service de l'ordre et qui vendent leur âme au service. Alors, on est dans une espèce de logique qui rend fou. Et les principes même de notre civilisation, pas juste de votre société ou de la mienne, de notre civilisation, ces principes même sont aujourd'hui disqualifiés. Et de ce point de vue, on est dans une bataille qui va bien au-delà des élections l'une l'autre, c'est sur la définition même de notre société. Mais ce que vous dites est tellement vrai parce que moi, je suis dans tous les métiers financiers, j'ai toujours fait ça, si vous voulez. Et dans le fond, la façon dont on travaille, c'est qu'on essaye d'abord de rassembler les faits. Deuxième étape, voir quelles sont les causes et quelles sont les conséquences, qui le donne aussi à des très beaux débats. Et puis, une fois qu'on a fait ces deux trucs, on essaye de voir comment gagner de l'argent sans travailler dans les marchés financiers. Vous voyez ce que je veux dire? C'est à peu près ça. Or, aujourd'hui, je découvre avec stupéfaction, même avec mes clients, qu'il y a des faits de gauche et des faits de droite. Ce qui est quand même très étonnant pour moi. Il y a des faits, mais non, pour eux, il y a des faits qui, si on les invoque, prouvent que vous êtes un mauvais esprit. Oui. Vous avez absolument raison. Et donc, je suis complètement stupéfait parce que comment voulez-vous discuter avec quelqu'un si l'un est partisan de la révélation et l'autre de la méthode scientifique? Si vous voulez, la discussion est assez rapide. Hein. Je veux dire, qu'est-ce que vous voulez dire? Vous avez absolument raison. C'est-à-dire qu'il y a des faits, certains faits ne peuvent pas être mentionnés par ailleurs parce que leur simple mention devient une marque de dissidence. Je vais donner un exemple qui s'est passé à Paris, moi, qui m'a beaucoup marqué. C'était, je crois, en mars ou en avril 2019. Alors, une jeune trans, Julia, je crois, c'est comme ça qu'elle se faisait appeler, se promène dans les rues de Paris et là se fait agresser, mais de manière odieuse, scandaleuse, par des hommes qui, les images sont partout, portent tous des drapeaux algériens. Il y a aucun doute, mais il doit y avoir 400 drapeaux algériens. Alors là, elle se fait agresser comme ça, et là, tout le monde devrait noter, là, il y a peut-être manifestement
une dimension culturelle à ce qui vient de se passer. On réduira pas ça à la dimension culturelle, mais il y a un fait, c'est-à-dire on est peut-être devant une difficile tolérance entre des gens qui n'ont pas le même seuil de tolérance envers la diversité des mœurs dans nos sociétés. Eh bien, la jeune Julia, qui va parler sur les plateaux, dit « Je ne tolère pas qu'on mentionne les drapeaux, sauf pour dire que c'est pas important. » Parce que, nous dit-elle, eh bien, ce sont des hommes qui m'ont agressé. Ce qu'on a vu, c'est pas un problème de tension culturelle, c'est une manifestation de transphobie propre à la société française. Et là, on dit « Oui, mais là, on est dans un cas où il y a quand même une dimension culturelle qu'il faut mentionner. » Mais mentionner cette part de la réalité devenait scandale islamophobe. Autre exemple, ce qui s'est passé à la Chapelle Pajol en 2016, si je ne me trompe pas, juste un peu après la présidentielle. On apprend que autour de la Chapelle Pajol, il y a soudainement, les femmes ne peuvent plus vraiment aller depuis quelque temps dans les rues parce qu'il y a des agressions à répétition, puis on se demande qu'est-ce qui arrive, puis le climat devient très, très dangereux. Et là, l'explication dans les journaux est fascinante. On dit de l'arrivée massive d'hommes dans le quartier, beaucoup d'hommes. Et là, mais là, personne ne dit c'est quels hommes ils sont arrivés. Et là, moi, je fais un papier dans le Figaro, je me rappelle très bien, en disant, on peut savoir de quels hommes on parle. Et là, c'était l'arrivée massive de migrants. Dans les circonstances, c'est pas tous les migrants qu'il faut accuser, évidemment. Mais là, on était devant des gens qui, manifestement, avaient un profil culturel, un profil social particulier. Et c'était pas l'arrivée massive des hommes en soi qui arrivait, c'était l'arrivée d'une population particulière qui causait problème. Le mentionner, c'était vu comme de l'extrême droite. C'était vu comme du racisme. Donc, autrement dit, mentionner certaines réalités, des faits qui entrent en contradiction avec certains des slogans du régime. Par exemple, la diversité est une richesse. Par exemple, il faut s'ouvrir à l'autre. Eh bien, dès qu'on mentionne certains faits qui viennent dérégler un peu le système, on bascule normalement dans au mieux, on fait le jeu de l'extrême droite, au pire, on est d'extrême droite. Mais d'une manière ou de l'autre, on vient de basculer chez les infréquentables. Et moi, ce que je trouve terrifiant là-dedans, c'est que la simple mention du réel devient aujourd'hui assez dangereuse. Je vous annonce la prochaine étape parce qu'elle viendra, parce qu'on la voit déjà chez nous. Vous connaissez les charmes de l'écriture inclusive. Hein? Oui. Nous, on le subit. Moi, je le dis dans mon prochain livre, je m'amuse à le mentionner. Tôt ou tard, je pense que c'est déjà commencé dans certains milieux, celui qui n'écrit pas en écriture inclusive sera vu comme un dissident réactionnaire. Parce que, je le vois dans l'université, celui qui va écrire son plan de cours sans le faire en écriture inclusive, on repère tout de suite le scélérat. On repère tout de suite le dissident. Comment ose-t-il? Donc, mais je reviens sur votre question. Oui, on est devant des faits qui aujourd'hui ne sont plus des faits. On abuse de la notion de la construction sociale du fait. Alors moi, je suis d'accord, les faits ne se présentent jamais à nous dans une matière brute. Il y a toujours un travail d'interprétation de la raison. Très bien. Mais là, le problème, c'est qu'il y a certains faits sont exclus de l'analyse parce qu'ils sont idéologiquement troublants. Ça, pour moi, c'est scandaleux. Peu importe notre préférence idéologique, qu'on soit de gauche, de droite, socialiste, libéral, conservateur, traditionnel, qu'importe. On regarde les faits, puis on cherche ensuite à construire sa pensée. Mais apparemment, certains faits doivent être... Il y a un tri. Puis de ce point de vue, il faut s'intéresser, je crois, au travail de construction médiatique de la description du réel, le récit médiatique, finalement. Le récit médiatique conditionne notre perception du réel, et quelquefois, le conditionnement va à un point tel qu'il crée un réel alternatif. Un réel alternatif dans lequel on doit évoluer. Ce qui est assez drôle, c'est que ce sont souvent des gens qui prétendent traquer les fake news qui créent ce réel alternatif. Ben, il s'était passé un phénomène un peu comme celui-là en France. Au début du Covid, on s'est rendu compte que les gens qui fumaient attrapaient pas le Covid. Je ne sais pas si vous avez passé cette information. Les gens, si vous êtes du groupe O et si vous fumez, en principe, si vous voulez, les chances d'attraper le Covid sont quasiment inexistantes. Et donc, c'est le professeur Raoult qui a dit ça, que j'aime bien, qui lui aussi se coltine avec la réalité tout le temps. Et le professeur Raoult avait dit, on nous a interdit de mentionner que la nicotine avait peut-être un effet favorable sur le Covid. Parce que la nicotine, c'est quand même très très mal. Vous voyez, il y a eu tellement de campagnes contre le tabac, etc., que dans l'inconscient collectif, ça fait partie des... Donc on arrive à des moments où un scientifique ne peut même plus, ici chercher des crédits, ne peut même plus aller demander des crédits pour essayer de comprendre pourquoi la nicotine a un effet sur le Covid. Parce qu'on n'en sait foutre rien. Hein. Mais à part... Mais vous voyez, je vais vous donner un exemple sur un autre registre, mais qui va sur ce registre, vous m'apprenez cette dimension, ça je ne savais pas du tout, mais sur ce que on pourrait appeler les doubles niveaux de discours. On a eu au Québec depuis quelques mois un débat, entre guillemets, sur est-ce qu'on doit accepter ou non la théorie du racisme systémique. Bon.
Moi, je trouve que c'est une théorie qui n'a pas de bon sens, mais qu'importe. Il y a beaucoup de gens qui, dans l'espace public, je les voyais aller, disaient ah oui, il y a du racisme systémique, c'est terrible, il faut absolument se convertir à cette théorie-là. Et qui ensuite venaient se confesser à moi discrètement en disant Mathieu, je suis d'accord avec toi, c'est une théorie qui a aucun sens, mais comme tu sais, je ne peux pas faire autrement, je dois dire ça parce que sinon je vais avoir des problèmes au travail, sinon on va voir que je suis un élément trouble, sinon je risque de perdre telle chronique, telle émission et ainsi de suite. Donc, Miloche, ça nous ramène à Miloche dans La pensée captive, qui disait que l'intellectuel en régime idéocratique fonctionne toujours sur le registre du dédoublement. Donc, il y a ce qu'il dit publiquement, il y a ce qu'il dit privément. Ensuite, il y a l'écart. Alors moi, je dis toujours, on n'est pas obligé de dire publiquement tout ce qu'on pense privément. Moi, je ne crois pas à la transparence absolue. On a des choses qu'on garde pour soi et c'est très bien. Ce qui m'inquiète, c'est quand on dit le contraire de ce qu'on pense. Ça, c'est autre chose. C'est-à-dire, nul n'est obligé d'être un livre ouvert, nul n'est obligé de se mettre à poil mentalement dans l'espace public en disant, voilà tout ce que je pense sur tout. D'ailleurs, on a bien des opinions qui sont pas particulièrement fondées, pas éclairées. Moi, c'est pour ça, sur des questions médicales, je prétends avoir aucune compétence. Moi, je me fie aux médecins. En ces matières-là, je prétends pas avoir une opinion éclairée. Je me fie à ceux qui ont travaillé sur ça. Mais inversement, ce qui est assez fascinant, je dirais, devant tout cela, c'est ceux qui, non seulement ne se contentent pas de se dire, ben ça, je peux intervenir là-dessus, ça non. C'est ceux qui mentent consciemment et qui vont théoriser la légitimité de leurs mensonges comme un principe de positionnement social, comme un principe de survie dans le régime. Et ils n'ont pas tort. Ils n'ont pas tort en un sens, parce qu'effectivement, s'ils transgressaient, ils seraient expulsés. Le problème, c'est moi, je suis convaincu d'une chose, à force de vivre dans l'écartèlement entre ce à quoi on adhère profondément et ce à quoi on adhère publiquement, tôt ou tard, ça crée des personnalités déstructurées. Oui, je suis tout à fait d'accord. Alors, vous surveillez ça depuis très longtemps, c'est ce que j'ai dit au début, et encore une fois, il faut lire votre livre. Comment on retourne à une société où le débat devient possible, ou redevient possible, parce que pour l'instant, on le voit dans tous les domaines, le débat est devenu quasiment impossible. Vous avez les sachants et ceux qui doivent se soumettre, mais il y a plus de débat possible entre deux hommes de bonne qualité, quoi. Comment on fait ça? Et quelles sont les prémices? Puisque vous avez vu les prémices il y a très longtemps. Est-ce qu'il y en a? Je suis d'un optimisme modéré là-dessus. Et plus modéré qu'optimiste. Alors, longtemps, j'ai cru, j'ai espéré, j'ai terminé mon dernier livre, L'Empire du politiquement correct, je faisais l'éloge du conflit civilisé. Je disais que par définition, puis ça je le crois sincèrement, dans une société équilibrée, il y a un pôle conservateur et un pôle progressiste. Il y a un pôle de liberté, il y a un pôle d'autorité. Il y a un pôle de tradition, il y a un pôle d'émancipation, il y a un pôle cosmopolite, il y a un pôle d'enracinement. Et je crois sincèrement que ces différents pôles existentiels et anthropologiques sont nécessaires. Et on ne devrait jamais chercher à liquider de l'espace public un courant de pensée qui n'est pas le nôtre. Je dis ça tout en ayant mes préférences. Il n'y a pas de doute là-dessus. Je ne fais pas partie du pôle progressiste. Mais je dis qu'une société qui ne serait que conservatisme serait muséifiée. Ensuite, c'est une question de hiérarchie, des préférences, de hiérarchie des valeurs. Bon. Donc, je plaide encore pour le débat civilisé. Il m'arrive dans mes mauvais jours de me dire que c'est de moins en moins possible. Pour une raison simple, c'est que nous sommes avec la gauche woke, dont on parle beaucoup avec raison, devant une gauche sectaire, une gauche religieuse. On est devant des gens qui n'acceptent plus la possibilité du désaccord civilisé. Donc, il y a deux choses à faire, me semble-t-il. On doit d'abord et avant tout repérer des interlocuteurs de bonne volonté. Il y en existe. C'est nécessaire de repérer, donc quelles que soient nos préférences idéologiques, repérer les interlocuteurs de bonne volonté. Cet été, on a vu aux États-Unis 150 intellectuels, appelons ça de la gauche libérale, s'insurger contre la gauche woke, en disant on en a marre de ces gens-là. Ce qui est amusant, cela dit, c'est qu'ils viennent répéter ce que des gens comme moi et d'autres on répète depuis des années. Et ils arrivent finalement après coup, et puis un peu on est comme sur le coup de l'anticommunisme. C'est-à-dire, ceux qui avaient eu raison dès le début avaient eu tort, parce qu'il fallait d'abord avoir eu tort pour avoir le droit d'avoir raison. Il faut d'abord avoir été de gauche pour avoir le droit de ne plus l'être. Il fallait d'abord avoir été communiste pour avoir le droit d'en sortir. Et celui qui n'avait jamais été communiste, lui, était hors circuit parce que c'était par de mauvaises raisons qu'il était arrivé à cette conclusion légitime. Bon. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, c'est un peu ça. Il faut avoir été multiculturaliste pour ne plus être multiculturaliste. Il faut avoir été de gauche pour plus être de gauche. Mais, si on laisse ça de côté, je crois une chose, il y a des interlocuteurs de bonne volonté. Et ça, il faut les repérer. Ensuite, il faut, je crois, se donner un peu de courage. Et là, c'est un peu bizarre, mais je pense qu'une part de courage est nécessaire parce que l'intimidation idéologique est d'une efficacité redoutable. Il ne faut pas se tromper dedans. Il faut se donner une colonne vertébrale. Ça me semble absolument essentiel. Il faut décrypter
le langage dominant. Ça, je pense que c'est un travail d'hygiène intellectuelle et mentale aujourd'hui, ne plus accepter les termes qu'on nous impose dans le débat public sans prendre la peine de les examiner sous le signe de la raison critique. Donc, quand vous êtes devant je ne sais quel journaliste, je ne sais quel animateur qui vous dit « Êtes-vous terrifié par la montée du populisme ?» Vous êtes en droit de répondre « Qu'entendez-vous par populisme? Je veux savoir de quoi voulez-vous que je m'effraie? Ça m'intéresserait beaucoup de savoir de quoi vous parlez. » Je pense donc courage, repérer les adversaires de bonne volonté, hygiène intellectuelle, décrypter les termes. J'ajouterai une chose qui me semble importante. Il faut créer des lieux de débat qui sont désenclavés de l'université. Et je le dis avec tristesse parce que j'aime l'université, c'est une institution à laquelle je tiens. Je crois qu'elle est fondamentale en elle-même, mais son degré de décomposition intellectuelle, à tout le moins dans les sciences sociales, à tout le moins dans en philosophie politique, pas en histoire de la philosophie nécessairement, mais dans certains domaines qui sont producteurs de connaissances socialement utiles, théoriquement. C'est tellement déréglé, c'est un espace intellectuel tellement déréglé qu'il faut créer des espaces de délibération, des espaces de réflexion, des espaces de débat désenclavés de l'institution phare du régime, finalement. Il faut multiplier les espaces de débat, je crois, et ça, faisant tout cela, ça ne va pas demain matin restaurer le débat auquel on peut souhaiter en tant que démocrates libéraux, ce que nous sommes. Ce qu'on peut espérer, cela dit, c'est multiplier les enclaves, multiplier les oasis, et tonifier un peu, donner un peu de courage, et peu à peu se redonner un muscle, renforcer le muscle du débat. Mais tout ça ne viendra pas par je ne sais quel grand acte volontariste. C'est en multipliant les petites victoires, les petits espaces comme ça, qu'après coup, on a le sentiment d'oxygéner enfin l'espace public. Mais voilà pourquoi je dis, oui, on peut faire quelque chose, mais n'espérons pas une restauration immédiate. Cela dit, j'ajouterai une chose peut-être, sur le plan politique et formel, il me semble nécessaire d'en finir avec toutes ces lois qui prétendent lutter contre la haine, mais qui, dans les faits, étendent sans cesse la définition de la haine vers des choses qui n'en relèvent pas. Moi, cette espèce de campagne contre la haine, alors en soi, évidemment que la haine, c'est mal. Il n'y a pas de doute que la haine, c'est mal. Mais le problème, c'est que ce concept-là, aujourd'hui, a une définition telle, il s'étend à un point tel qu'on crée des conditions de régime liberticide. Au nom d'une forme de civilisation du débat public, on est en train de multiplier les interdits de débat. On est en train et en France, c'est assez particulier, où il y a quelquefois la tentation pénalitaire, la tentation de la poursuite. Moi, je trouve que c'est un peu étrange. Je suis très nord-américain sur ça. Donc, il faut toutes ces espèces de lois. Votre loi Avia, par exemple, bon, elle n'est pas passée, la loi Avia, mais elle était terrifiante, la loi Avia. Il y a une loi en Écosse en ce moment qui est un objet de débat porté par le ministre de la Justice, M. Humza Yousaf, qui veut interdire les discours haineux dans les maisons. Mais qu'est-ce que c'est que ça, cette manie que l'État se donne le droit d'intervenir pour réguler les conversations dans les maisons? Et là, il faut voir, là, c'est la logique de la délation, parce que comment on sait s'il y a une conversation haineuse dans une maison? C'est que soit il y a quelqu'un qui aime pas sa soirée, qui s'en va faire le délateur après la soirée, soit on a des enfants qui ont été rééduqués dans les catégories du régime qui vont finir par dénoncer leurs parents pour propos haineux à l'école. Qu'est-ce que c'est? Donc là, il va falloir aussi restaurer de manière maximale les conditions de la liberté d'expression. Ça, pour moi, c'est fondamental. Sur cette question-là, je suis très libéral. Toute doctrine doit être nuancée, mais la liberté d'expression me semble absolument fondamentale. Essentiel. Ça ne veut pas dire ensuite qu'il n'y a pas des discours qu'il ne faut pas critiquer ou condamner, bien sûr, mais les conditions institutionnelles et formelles et culturelles et symboliques de la liberté d'expression doivent être maximales, me semble-t-il. C'est un marqueur de notre civilisation. Absolument. Eh ben, c'est ce qu'on essaye de faire à l'Institut des Libertés. Voyez, on reçoit des gens, on parle avec vous, on recommande des livres. Et en partant du principe, je vais vous raconter une histoire qui m'a été racontée. Je sais pas si elle est vraie, mais enfin, je vous la raconte. C'est que il y a un homme qui avait beaucoup travaillé avec Reagan qui s'appelait Laffer. Arthur Laffer. Arthur Laffer, vous savez. Et il m'a raconté un jour qu'il avait un jour posé la question, Monsieur le Président, pourquoi avez-vous consacré votre vie à lutter contre le communisme? Et alors, Reagan a réfléchi, il lui a dit, mais je vais vous expliquer. C'est qu'en 1948, je sais pas quoi, il y avait un livre en France qui était sorti qui s'appelait « J'ai choisi la liberté ». Vous savez, qui était Oui, je l'ai dans la bibliothèque. Vous l'avez dans la bibliothèque. Et qui a été un best-seller mondial. Il y a eu une bagarre juridique en France, le Parti communiste a été condamné, enfin l'auteur a gagné. Et il présentait son livre à Los Angeles en 51 ou 52. Et
Et il dit, les communistes vont gagner parce que le système libéral, le système capitaliste, il s'intéresse à ce qui vient de se passer, mais au bout de 2 jours, il passe à autre chose, et donc ils n'ont pas le sens de la durée, donc automatiquement, les communistes vont gagner. Dit celui qui avait écrit « J'ai choisi la liberté ». Et à ce moment-là, il y a un gars qui se lève dans la salle et qui dit « Ben vous m'avez convaincu, à partir de maintenant, je vais consacrer ma vie à lutter contre le communisme ». C'était Ronald Reagan, et 40 ans après, il faisait tomber le communisme. Donc, ce que je dis toujours aux gens dans le domaine des idées, c'est que vous n'avez pas à convaincre la majorité, vous avez à convaincre un petit gamin en Corrèze ou au Québec qui, dans 15 ans ou 20 ans, changera le monde. Parce que l'esprit gagne toujours, voilà ce que j'essaie de dire. Mais je comprends ce que vous dites. Hein. Il y a une chose qui est intéressante chez les anticommunistes, en fait ceux qui ont quitté le communisme. Il y avait souvent une conscience désespérée. Moi, ça m'a beaucoup intéressé. J'ai travaillé un peu sur l'histoire de l'anticommunisme. Et ceux qui quittaient cette religion, appelons ça comme ça, la quittaient sur le mode du désespoir. Je la quitte, je veux la combattre, mais elle triomphera. Mais je serai dans un baroud d'honneur contre cette foi mauvaise. Je mourrai sur le bateau qui coule. Oui, voilà. Et moi, je pense là-dessus, ça c'est ma part d'optimisme réel, c'est que le réel a ses droits. Et on ne peut pas construire une société sur de pure fiction idéologique. Alors, à partir de là, et on ne sait jamais par ailleurs, hein, nous vivons, on vit 40 ans, on vit 60 ans, on vit 80 ans, on vit 90 ans, mais nos sociétés vivent plus longtemps, heureusement. Donc, mon éthique personnelle là-dedans, c'est au moment historique qui nous est donné. La période de l'histoire qu'on a la grâce de traverser, parce que l'existence est une grâce néanmoins, eh bien, il faut simplement se tenir droit, faire ce qu'on a à faire. Il se peut qu'on ne gagne pas à échelle humaine, il se peut qu'on ne gagne pas dans notre propre vie, mais on contribue, on passe le flambeau, on enrichit le patrimoine, on mène une bataille, on résiste, et tôt ou tard, dans 50 ans, dans 60 ans, eh bien, il y en a d'autres qui vont peut-être l'emporter. Et ça, c'est un peu comme ça que je fonctionne. C'est-à-dire, si c'est l'erreur, en fait, ça, c'est une erreur qui vient de notre rapport à la démocratie, c'est que la démocratie nous laisse croire qu'on peut tout changer à chaque 4 ans ou à chaque 5 ans chez vous. Et ça, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Le rythme des sociétés est un rythme différent. Alors, bon, aujourd'hui, on est début 2021. Notre responsabilité, c'est de faire ce qu'on peut pour tenir tête à ça. Chacun selon sa fonction. Il y a des intellectuels, il y a des hommes politiques, il y a des essayistes, il y a des journalistes, il y a des hommes d'affaires. Bon. Mais sans se faire d'illusions sur le fait que demain matin, tout va être renversé. Mais sachant que chacun a une responsabilité dans tout cela. Et je crois sincèrement, puis ensuite on verra. Moi, je le donne un exemple très québécois. Moi, je suis un indépendantiste québécois. Il y a des gens pour qui j'ai une estime immense qui se sont battus toute leur vie pour ça. Ils n'ont pas vu l'indépendance de leur vivant. J'ai 40 ans, je ne sais pas si je vais l'avoir de mon vivant, mais je sais que ma responsabilité, c'est de tenir tête, de ne pas céder, de garder le cap, de garder l'idéal. J'espère l'avoir de mon vivant. J'espère voir le grand soir de l'indépendance de mon pays. Mais même si c'est pas le cas, eh bien, j'aurais fait ce que je peux pour garder vivant l'idéal, et puis on verra ce qui viendra ensuite. Ça, me semble-t-il que c'est une part d'espérance légitime dans la chose publique. Eh ben vous parlez de Félix Leclerc, là. Bon, qui était le chanteur préféré de mon père. Alors, donc, je vous dis ça. Mais écoutez, je ne serais plus d'accord avec vous. Ce qui compte, c'est la bataille. C'est de se battre. Les seuls défaites honteuses, c'est les batailles qu'on n'a pas livrées, quoi. Donc, je suis très, très, très intéressé par cette conversation que nous avons eue. Je vous en remercie. Et puis, quand vous passez à Paris, si les restaurants ouvrent, je vous invite. Sinon, je vous invite à prendre une pizza. Nous avons les meilleures pizzas de Paris juste à côté, dans nos bureaux. Mais pour continuer cette conversation, c'était passionnant. Avec grand plaisir. Merci beaucoup pour l'invitation.